Bonjour à toutes et à tous. Ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Vous dites que donc notre colère en tant qu'adulte, on n'a pas appris à l'accueillir et à l'exprimer correctement. Et du coup, on est incapable d'accueillir celle de nos enfants. Comment, quand on a réussi un petit peu à commencer ce travail d'autocompassion et d'écoute de soi, on fait pour être dans les meilleures dispositions pour accueillir celle de notre enfant, qui est légitime. Notre enfant a le droit d'être en colère. Oui, bien sûr. Ce qui va nous rendre disponibles pour écouter le ressenti de l'autre, c'est d'avoir d'abord, de nouveau, pris du temps d'écoute de notre propre ressenti. Quand la colère monte en moi, l'expression coutumière, c'est de dire « je suis hors de moi ». Immédiatement, la conséquence de ça apparaît. Quand je suis hors de moi, ce n'est pas le moment de m'occuper de l'autre. Il est temps que je m'occupe de moi, que je revienne en moi, que je développe donc de nouveau un petit recul pour dire là, je suis vraiment en colère, je risque de faire un malheur. Si je ne suis pas un petit peu attentif à ce qui se passe en moi, je risque de regretter mon geste, mon attitude ou mes mots. Discernement de nouveau, conscience. Je rappelle ça avec vigueur, parce que beaucoup de gens pensent que la non-violence, c'est un truc bisounours pour fumeurs de pétards. Ça n'a juste rien à voir avec ça. C'est une véritable hygiène de vie, c'est une discipline de paix. Prenons conscience qu'on sait faire la guerre à travers le monde, et on le voit bien aujourd'hui, on s'y malheureusement prépare, il semble. Pourquoi est-ce qu'on sait faire la guerre? Parce qu'on s'y entraîne, parce qu'il y a des disciplines de guerre, il y a des écoles de guerre, il y a des armées et des drills et de la répétition et des processus et tout tard. Oui, on sait faire la guerre, on s'y est même formé un mental pour faire la guerre. La paix, c'est pareil, ça ne va pas tomber du ciel par hasard parce que nous sommes pleins de bonnes intentions, avec une prière vertueuse, s'il vous plaît, apportez la paix. C'est pas suffisant du tout. Si vous souhaitez apprendre le saxophone, c'est pas en priant que vous allez le maîtriser, hein. De même pour le football. Nous avons donc besoin d'intégrer dans nos vies une discipline de paix, des rituels de paix, une hygiène de paix. Et ça demande par ce petit moment de recul, quand je sens les émotions monter en moi, je m'écoute, j'écoute mon corps, les tensions, les divisions, je mets des mots là-dessus petit à petit, en sorte de pouvoir trouver la façon d'exprimer ce que j'ai à dire autrement qu'en étant agressif. Nous sommes fatigués de l'agressivité et de la brutalité ordinaire. Tellement de brutalité ordinaire, qui est le fruit du fait qu'on a perdu le sens de son existence. Dans toutes mes conférences, je fais sur un tableau, un paperboard, un dessin d'un fil rouge qui monte comme ça. J'appelle ça le fil rouge de notre vie. Depuis 30 ans que j'accompagne les personnes à travers les circonstances de la vie en quête de sens, j'ai cette confiance que nous cherchons profondément à goûter, à savourer la vie, à goûter un état de paix stable, transportable et si possible généreux, contagieux. Nous cherchons ça. Je ne demande pas aux gens de me croire sur parole, hein, mais de vérifier en faisant des arrêts sur image. Arrêtez-vous régulièrement pour dire pourquoi je fais ça, pourquoi je conduis mes enfants à l'école, pourquoi je fais des courses, pourquoi je vais au travail, pourquoi je tiens cette réunion, pourquoi je fais mes téléphones, pourquoi je vais scroller sur Internet. Si vous travaillez ce que j'appelle la spirale de conscience concentrique, de besoin en besoin, nos besoins étant un peu comme des poupées russes qui s'emboîtent les uns dans les autres, vous allez, à mon avis, immanquablement arriver à « je fais ça parce que ça, je pense que ça va me rendre plus heureux, plus joyeux, ou en tout cas plus en paix ». C'est ça pourquoi j'agis, pour être plus heureux, plus en paix. Personne ne vous a forcé à vous mettre en couple. Vous vous êtes mis en couple parce que vous avez dit « on sera plus joyeux, on va partager la vie, ça va nourrir notre contentement intérieur, on va être solidaires et émerveillés ensemble du processus de la vie ». À un moment, personne ne vous a forcé à faire des enfants. Vous vous êtes dit « on va faire des enfants, ça va être fabuleux, on va se transmettre dans des enfants pour les encourager à s'émerveiller d'être vivants dans ce monde incroyable. Ça va être merveilleux, nous allons faire des enfants parce que c'est pour partager de l'enchantement. » Alors on fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et voilà-t-il pas qu'un matin, dans la bagnole, dans les embouts, on se chamaille avec ces enfants qu'on a mis au monde pour s'enchanter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a complètement perdu le nord. Personne t'a forcé à mettre des enfants au monde. Si tu les voulais pas, tu les faisais pas. À partir du moment où tu les as mis au monde, tu les chéris et tu les accompagnes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des précisions à faire, des réflexions à apporter, un cadre à redonner. Bien sûr, il s'agit de bien veiller, hein. Il s'agit de bien veiller. Et attention à la mauvaise compréhension du mot bienveillance. Bienveillance éducative a été malmenée par des gens qui pensent que c'est laisser tout faire et faire des enfants rois ou des enfants dieux.
ils n'ont pas écouté le mot. Bien veiller. Une éducation bienveillante, c'est une éducation comme une vigile, un guetteur qui est attentif, qui est présent, qui observe chaque chose, les micro-mouvements, les mouvements du corps, les mouvements d'humeur, le langage non verbal, pour être parfaitement attentif à ce qui se passe et transparent, qui sait recadrer, qui sait apporter des valeurs qui sont des balises très claires. C'est ça, la bienveillance éducative. C'est le fait d'être un veilleur attentif à la croissance de ces êtres dont nous avons la charge. C'est vrai qu'en France, on a eu un sacré débat sur ce type d'éducation, malheureusement, au lieu de voir juste le droit des enfants à être respecté et le droit des parents à vivre de manière en harmonie, en tout cas, avec leurs enfants. Mais en France, on aime bien l'autorité dure et déconnectée de soi. Ouais, il y a une espèce d'attachement à ce que j'appelle dans mon travail la culture du malheur, le goût du drame. On n'est pas là pour rigoler. J'ai ramé dans mon enfance, tu vas ramer dans la tienne. Moi, j'ai reçu des baffes aussi, ça m'a pas fait mourir, donc je te donne des baffes, ça ne te fera pas mourir. C'est extraordinaire comme on peut entretenir comme ça un système de pensée complètement obsolète et, et mortifère parce que ça entraîne une sorte de résignation par rapport à la violence. Regardons simplement aujourd'hui comme nous sommes en train de nous résigner à l'idée une nouvelle guerre serait possible en Europe. C'est hallucinant d'être dans cette docilité. Mais si nous avions créé tous les jours, par notre attitude, notre bienveillance, une culture de paix, mais il n'y aurait pas de raison de considérer que la guerre puisse encore avoir lieu. Vous parlez du concept de douche psychique. Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui, la douche psychique, c'est un moment de présence à soi. C'est pour faire le parallèle avec la douche physique que nous avons introduit dans nos habitudes il n'y a pas si longtemps, hein. Il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai 67 ans. Quand j'étais gamin dans le village, dans l'Ardenne belge où j'habite, qui était un village pratiquement rural à l'époque, nous étions la seule maison bourgeoise où il y avait une salle de bain et où mes parents m'avaient appris à me brosser les dents. Avec mes copains de classe habitaient des fermes dans lesquelles il n'y avait pas de salle de bain. Le samedi, on mettait une grosse bassine devant la cuisinière de la cuisine et tout le monde prenait un bain successivement dans cette eau-là pour être propre pour la messe de dimanche. Un bain par semaine dans une bassine d'eau chaude. Et il n'y avait pas d'hygiène buccale, personne ne se brossait les dents. Mes copains, mes copines de classe avaient des dents très avariées à l'âge de 10-11 ans. C'était impressionnant. 50 ans plus tard, j'ai repris la maison familiale, là où c'est le lieu où je fais mes séminaires d'ailleurs. Et bien dans ce village où malheureusement il n'y a pratiquement plus de ferme, toutes les maisons ont de belles salles de bain. C'est devenu évidemment un standard complètement évident, une belle salle de bain, une belle douche, ça, c'est tout à fait intégré dans les mœurs. Et tout le monde se brosse les dents, c'est devenu un rituel évident. 50 ans dans l'histoire humaine pour introduire des rituels d'hygiène physique qui nous paraissent aussi évidents aujourd'hui, c'est rien. Plus personne ne pense à quitter sa maison sans se brosser les dents et de prendre des douches régulièrement. C'est intégré. Eh bien, je pense que dans les temps qui viendront, nous allons faire la même chose sur le plan psychospirituel. Nous allons prendre des douches régulièrement pour nous nettoyer de ce qui n'est pas nous, de ce qui est des encodages, qui est des copier-coller, qui sont des programmations. Notamment cette habitude de mal parler aux enfants, d'être brutal, de ne pas les écouter. C'est des vieilles habitudes. Nous pourrons transformer ça et développer une façon d'être ensemble infiniment plus fluide et donc plus joyeuse. C'est pour ça que la douche psychique, c'est le fait de se poser la question: comment ça va? Comment je me sens? Qu'est-ce que j'aime et que je maintiens? Qu'est-ce que j'aime pas et que j'ai besoin de changer? C'est vraiment une hygiène de conscience essentielle par les temps qui courent. Et justement, comment alors on déconstruit nos croyances limitantes? Déjà, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas ce concept? Une croyance limitante, c'est une pensée qui n'est pas remise en question et qui est considérée comme une vérité établie. Euh, il y en a tellement, comment vous en nommer une? Beaucoup de tensions viennent. Par exemple, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je rentre pour leur faire un dîner, je me dois de. C'est un système de pensée très combatif, contraignant. Et j'aime bien Marshall Rosenberg, le fondateur de l'approche de la communication non violente, qui n'hésitait pas à être un peu provocant et qui disait: si vous vous occupez de vos enfants parce qu'il faut, si vous rentrez le soir parce que vous vous devez de leur faire un bon repas, arrêtez tout de suite, mettez vos enfants à l'assistance publique et ils seront pris en charge par des gens qui ont choisi de s'occuper d'enfants, mais qui ne le font pas parce qu'il faut.
Et je trouvais ça intéressant de se laisser décaper. Et effectivement, moi, je me suis jamais occupé de mes enfants parce qu'il faut. Valérie entend moins que moi, donc c'est moi qui, la nuit, me levais quand il y avait un enfant qui faisait pipi au lit ou qui avait un mauvais cauchemar ou qui était inquiet ou qui était malade. Je me levais volontiers et c'était toujours dans la joie et la gratitude de me dire j'ai la chance d'avoir des enfants. Ils sont en bonne santé. Je suis disponible pour m'occuper d'eux et j'ai pris soin avec tout mon cœur. Je ne comprends pas qu'on fasse les choses parce qu'il faut. On fait les choses parce qu'on y tient, parce que c'est important, même si c'est inconfortable. Et voilà un gros changement de système de pensée. On ne fait plus rien parce qu'il faut, on le fait parce que c'est important, parce que ça a du sens, parce que ça nourrit la vie. Même si, bien sûr, il y a des inconforts à la clé, ça, c'est clair. Et donc nos croyances limitantes dans notre vision de la vie, dans notre quotidien, elles nous empêchent de faire des choses, elles nous empêchent de ressentir la joie, c'est ça? Oui, bien sûr, elle nous empêche de vivre, d'être en expansion. Hem, heu, Elle nous empêche de nous autoriser. Il y a comme une sorte de barrière. Bah, je peux vous donner une croyance limitante. Moi, j'ai fait des études de droit, donc j'avais un diplôme de droit et une grosse croyance limitante, c'était: «Moi, je n'ai étudié que du droit, je ne peux faire que du droit, je ferai du droit à vie». Voilà, grosse croyance limitante, parce que ça me bouclait dans un espace dans lequel j'étais plus content du tout. Et j'aurais pu effectivement commencer à déprimer parce que je n'étais pas heureux dans ce choix-là. La pratique de la communication non venante m'a permis de démanteler cette croyance et d'aller voir quand je me dis je n'ai fait que du droit, comment je me sens. Comment je me sens? Je me sens triste. Pourquoi? Mais parce que j'ai d'autres potentiels en moi. Ah ah, et lesquels? J'ai de la sensibilité, j'ai de l'imagination, j'ai de la créativité, j'ai beaucoup de fantaisie que j'aimerais mettre au monde. Ah, tu aimerais même mettre au monde ça. Et je commence à écouter la partie de moi qui voudrait développer autre chose. Mais ça, c'est parce que je m'extirpe d'une croyance, hein. Je vous donne une autre croyance aussi parce que, et si je parle de moi, c'est pas pour m'étaler, mais c'est pour parler de choses très, très concrètes. J'avais la croyance qu'être aimé par quelqu'un, c'est être contrôlé et devoir faire ce que l'autre attend. Bon, c'était un petit peu, forcément le résultat de l'éducation de ma chère, maman. Je sentais qu'elle avait beaucoup d'amour, mais qu'il fallait faire un peu comme elle avait voulu. Et donc je me maintenais dans mon célibat défensif par peur d'être contrôlé. À un moment quand même, en avançant dans la vie, je me suis dit: j'ai besoin de comprendre cette croyance. Être aimé, c'est être contrôlé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne mérite pas un peu d'être dissous?» Et en travaillant sur elle, j'ai réalisé: non, j'ai besoin de faire confiance que je peux être aimé tout en gardant ma liberté. Mais ça, c'est un shift majeur. Si j'étais encore resté dans ma croyance, je serais un célibat qui s'emmerde et qui picole son ennui. Et nous avons donc besoin de nous asseoir avec nos systèmes de pensée pour observer: j'ai cette pensée. Est-ce qu'elle est profondément juste? Est-ce que je l'ai vérifiée? Est-ce qu'il n'est pas temps de la questionner, de la remettre en question et de faire confiance? Et tellement de croyances sur nos enfants aussi. Oui, mais avec lui, ça n'ira jamais. C'est juste pas possible. Je peux pas lui parler ça ou je peux pas envisager ça. Attends, t'as vérifié? Ou t'as décidé que c'était pas possible? Hein? Est-ce qu'il n'est pas temps de dire: «Je vais quand même peut-être essayer, peut-être que je suis pas sûr qu'il ou elle comprenne, mais peut-être quand même que je vais m'ouvrir à mettre en place quelque chose de différent». Et là, tout d'un coup, on remet du mouvement dans la vie. Notre capacité à changer, à évoluer, à nous transformer est aussi considérable qu'ignorée. C'est surprenant comme les gens se résignent rapidement à voir la vie d'une certaine façon, puis c'est bloqué là. Mais mon Dieu, le potentiel est considérable. À se sentir coincé Oui. et Et à s'y oppressé. résigner, c'est ça. Et à pas chercher de solution Et pour à chercher des sortir. solutions et à considérer que, voilà, c'est coincé, c'est fichu, c'est comme ça, je peux rien faire d'autre. Ça, c'est la culture du malheur. Je me résigne facilement. Le verre à moitié vide, je m'en plains, puis voilà. Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. À très vite.